1939. L'armée du Troisième Reich entame son effroyable besogne. La patrie est en danger, mais elle ne sait pas encore à quel point. Partout en France, les populations fuient les bombardements. Des milliers d'enfants s'échappent vers des destinations inconnues. D'autres sont séparés de leurs parents. La France est déchirée. Durant l'occupation, la résistance s'organise pour mettre à mal l'armée allemande. En Rhône-Alpes, le plateau du Vercors abrite le plus grand maquis de France. Dans le Beaujolais, les hommes luttent également les armes à la main. Parmi eux, des instituteurs et médecins décident de prendre en charge clandestinement des enfants victimes de la guerre. Dès juin 1944, le commissaire de la République, Yves Farge, prend contact avec eux. Il décide de mettre sur pied un centre d'accueil pour ces jeunes victimes, enfants juifs, orphelins ou enfants de résistants déportés. Après les débarquements de Normandie et de Provence, l'armée allemande cède du terrain. Grenoble est libérée en août 1944, puis Saint-Étienne, puis Lyon le 3 septembre. Alors que la France fête sa libération, Yves Farge poursuit son œuvre en faveur des enfants victimes de la guerre. Le 4 octobre 1944, il réquisitionne les hôtels de Megève afin d'y créer le premier village d'enfants. Et c'est ainsi qu'une équipe de pionniers investit les résidences et chalets de la station pour héberger et éduquer 800 enfants. Tous mettent en pratique des pédagogies modernes, méthodes actives et éducation physique. Expérience pleine d'enthousiasme suivie par de nombreuses autres. Dans le Rhône, la Loire et la Haute-Savoie, les lieux occupés par la milice et la Gestapo sont transformés en établissements de soins et d'accueil pour de jeunes pensionnaires. Dans l'Isère, c'est l'autre village d'enfants, les pionniers du Vercors. En 1945, alors que la France pense difficilement ses blessures, Yves Farge décide de regrouper les établissements de Rhône-Alpes. L'œuvre des villages d'enfants est créée, au service de l'enfance en difficulté, avec le concours des ministères de l'Éducation nationale, de la Santé, de la Justice. À 25 km de Montélimar, un gros bourg enchâssé dans les replis des premiers contreforts des Alpes. Ni Dauphiné, ni Provence. On est ici à la limite des deux régions. Mais c'est déjà le midi, ou pour employer une expression du pays, midi moins le quart. Nous sommes à Dieu-le-Fit. Village typique de cette région, avec sa fontaine d'eau vive au milieu de la placette, les tours du temple et de l'église se défient pacifiquement depuis des siècles. Nous sommes à l'orée du village, dans un grand parc de 50 hectares, tout en prairies, en forêt et en ruisseaux, une main de fée a posé un château, un chalet chantoiseau, un chalet chanticale, et une quatrième maison, le Belvédère. C'est le village d'enfants qui accueille des jeunes asthmatiques et dilatés bronchiques de toute la France. Revoyons de plus près chacune des 4 maisons. Le château est une vaste demeure bourgeoise construite au siècle dernier par un richissime local.
Les deux chalets sont tout neufs. Ils ont été conçus en commun par un architecte, bien sûr, par un docteur et par le personnel enseignant, avec comme seul objectif le bien-être des enfants. Tout est de plein pied. Pour conserver un climat familial, les chalets forment des unités de 40 enfants répartis en petites chambres de 5. À l'étage se trouve l'appartement du ménage directeur. Le Belvédère est un hôtel transformé. Une jeune et charmante institutrice, Odette Audy, promène sa petite troupe. Les enfants nous arrivent surtout des grands centres urbains, Paris, Lyon, Saint-Étienne, des régions humides du Nord et de la Bretagne. Précisément, c'est la rentrée. Depuis quelques jours, les enfants arrivent soit groupés en convoi, soit individuellement avec leurs parents. Dis Toto, t'as vu la nouvelle? Pour les accueillir, l'automne a drapé le parc de toutes ses splendeurs. Après les formalités d'usage, la fillette va se retrouver avec d'autres camarades dans une des 4 maisons du village d'enfants. Celle-ci est allée au chalet Chantoiseau et déjà elle a trouvé une occupation. Et tout de suite, on va faire connaissance avec les enfants du chalet voisin. Mais comme c'est sans méchanceté, ce sera sans rancune. Les repas sont pris en commun à la salle à manger. Adultes et enfants mangent aux mêmes tables, au même plat. Maintenant, c'est l'heure de la promenade quotidienne. Comme il a plu hier soir, nous en profiterons pour étudier les champignons. On se répartit les tâches. Et puis on se disperse, on explore la clairière, on fouille la prairie, on perce le mystère des sous-bois. Moi aussi. Les enfants se rassemblent pour trouver dans les livres le nom des espèces récoltées, pour faire plus ample connaissance avec le chapeau, avec le pied, avec la volve, avec les lamelles, et reconnaître la belle mais perfide Amanitue-mouche. Et la promenade s'achève par les sentiers jonchés de feuilles mortes, inondés de soleil. De temps en temps, pour occuper les loisirs, nous décidons en commun d'embellir les abords du chalet. Les volontaires ne manquent pas. Alors commence, dans la joie,
Un véritable travail de fourmi, mais c'est ainsi qu'on bâtit des pyramides. Puis, on plante un cerisier que la coopérative a commandé avec d'autres arbustes, et désormais, soyez assurés que les enfants en prendront soin. Pour protéger des pies dévastatrices les nids des petits oiseaux, nous fabriquerons des nichoirs. 24 nichoirs sont ainsi construits et dispersés à travers le parc. 18 seront occupés presque immédiatement. Aussi, quelle joie, quelle émotion, quelle source d'observation et de travaux. On détermine le nom des oiseaux. On surveille le vol fleuri des rouges-queues, le va-et-vient teint de jaune soufre et d'azur de la mésange. Le premier vol courageux de la petite citelle. Et celui plus hésitant du gros bébé pivert. J'y va-t-il pas, j'y va-t-il. Ses parents ont dû migrer de Normandie. Si les oiseaux se laissent approcher de très près par le caméraman, ils sont par contre effrayés par la caméra. Aussi, il a fallu ruser. Ah, voilà certainement un texte libre en préparation. Une équipe va faire une conférence très documentée sur les migrations. Tandis que d'autres dessinent ce qu'ils ont vu ou ce qu'ils auraient bien voulu voir. Tous les jours, à 13 heures, c'est la sieste. Profitons-en pour nous promener sans bruit dans les jardins et dans les allées fleuries, tout entiers créés et entretenus au fil des années par les enfants. Aussi sont-ils fiers d'avoir obtenu cette année au concours national de l'école fleurie le premier prix avec une médaille d'or en ville métal. Et un vrai diplôme. À 15 heures, c'est l'heure du lever. N'est-il pas agréable d'ouvrir les yeux sur ce festival de couleurs ? Chaque chambre a sa nuance. Mais le premier souci du village d'enfants, c'est la santé des pensionnaires. Ils sont venus d'abord pour se soigner. La visite médicale a lieu régulièrement. Un docteur est attaché en permanence à l'établissement et il y a une infirmière par chalet. La visite a lieu en présence de l'instituteur, en l'occurrence une institutrice. Le personnel enseignant est ainsi mis au courant de chaque cas, ce qui est très important.
À chaque visite, le docteur donne ses consignes. Un enfant va subir un examen plus approfondi de ses bronches. On va lui faire une radiographie lipiodolée. Le lipiodol est un liquide que l'on injecte dans les bronches pour les rendre opaques aux rayons. C'est très très désagréable, vous vous en doutez, mais sans danger. Pour se donner confiance, une fillette qui va tout à l'heure subir le même sort prête son concours et encourage le patient. Le docteur insensibilise l'arrière-gorge, puis il enfile, à l'aide d'une tige flexible, un tube de caoutchouc dans les bronches. Voilà, c'est fait. Tenez, on va recommencer pour vous. L'infirmière injecte le lipiodol. Une autre développe la photo. Voici des poumons normaux. Et voici des bronches dilatées, source de bronchite répétée. Les enfants sont tous des déficients respiratoires qui présentent des déformations caractéristiques de la cage thoracique et de la colonne vertébrale. Thorax bloqué en inspiration, enfoncement sous-mammaire, dos raide et voûté, épaules enroulées, encelure lombaire prononcée. Un professeur de gymnastique spécialisé vient toutes les semaines et en présence des maîtres, il étudie chaque cas, donne ses consignes, établit une progression d'éducation physique. Éducatif de la respiration, les enfants font quotidiennement des exercices de spiroscopie. Ils notent eux-mêmes leurs progrès. La gymnastique a lieu tous les jours sous la conduite des maîtres. Elle est bien sûr à dominante respiratoire et a pour but essentiel de rendre sa souplesse à la colonne vertébrale et à la cage thoracique, à muscler la ceinture abdominale. Elle se fait en salle aménagée. Suivant la saison, à l'extérieur. Les jeux sportifs et de plein air permettent à l'enfant de retrouver son adresse, sa souplesse, de sentir vraiment son corps libéré. En un mot, la joie de vivre. Ils apprennent à jouer avec les adultes
fois se mesurent avec les enfants des maisons voisines. Pour la plus grande joie de leurs supporters. « 9 heures. Tous les jours, c'est l'heure de la classe. Chaque enfant retrouve alors son plan de travail, son fichier autocorrectif pour le travail individuel, il se déplace librement, mais sans bruit pour ne gêner personne. Dans l'autre classe, même si l'on a déjà 9 ou 10 ans, on apprend à lire. Quand les élèves ont terminé leurs exercices scolaires, ils peuvent aller dans la bibliothèque ou dans l'atelier attenant à la classe pour y continuer des travaux commencés. Nous avons construit un joli bassin dans la pelouse. Travaillant en équipe, les enfants vont s'amuser à en calculer la contenance, l'une par les dimensions, l'autre par le temps de remplissage. Mais comme il a fallu réfléchir, discuter, consulter le maître pour trouver les fils conducteurs, et voici les enfants aux prises avec les éternels problèmes de robinet. Celui-ci, heureusement, ne fuit pas. On fait des calculs savants dans la classe de plein air. Les deux équipes confrontent leurs résultats très proches l'un de l'autre. Mes deux enfants n'ont pas compris. Ils n'hésitent pas à le dire. Ils savent que le maître est là pour les aider. L'un s'embrouille dans les nombres décimaux, l'autre ne sait pas calculer les surfaces. Demain, ils trouveront dans leur cahier une série de fiches de rattrapage. Ils pourront ainsi combler les lacunes individuelles. Maintenant, c'est avec la joie que l'on devine qu'ils vont inaugurer leur bassin par un concours de voiliers qui les retiendra jusqu'à la nuit. N'allez pas croire surtout que la pétanque soit la seule occupation à Dieu le fit. Aujourd'hui, nous rendons visite au potier. On ouvre les oreilles. On écarquille les yeux. Les questions fusent. On prend des notes. On dessine. Comment la curiosité ne serait-elle pas en éveil?
On se livre même à une interview en règle avec des moyens modernes au milieu d'outils archaïques. On fera, à la place de l'artisan, l'expédition d'une caisse de poterie par voie ferrée. Après une telle moisson, il faut en tirer profit. On se répartit les tâches pour les mises au net par équipe. Une fillette, inspirée par ce qu'elle a vu, préfère faire un travail personnel. Elle nous lira son texte plus tard. Il sera corrigé en commun, puis imprimé pour notre journal Thym et Lavande. Sous ses doigts habiles, la glaise, comme par magie, obéit, se gonfle, s'aplatit, se creuse, puis, à nos yeux émerveillés, le potier présente un vase aux formes presque parfaites. Oui. Une discussion fructueuse permet d'exploiter notre enquête, mais au cours du débat, on s'aperçoit que d'autres visites complémentaires, d'autres recherches seront nécessaires pour répondre à toutes les questions. Activité libre, les enfants à leur tour vont se transformer en potiers. L'imagination créatrice se donne libre cours. Même un tout petit a voulu mettre la main à la pâte. Non sans dommage. Pour quelques jours, va peu à peu s'enrichir de tous les travaux. Français, calcul, géographie, dessin, sciences. Mais auparavant, il faut établir de nombreuses fiches guides pour faciliter les recherches. La bibliothèque de travail est mise à contribution. La ruche s'active. Chacun apporte sa mielée. Des équipes vont aller recueillir les renseignements qui font défaut. Ici, dans un magasin de vente, pour les calculs. À la mairie, pour des statistiques. On analyse la terre argileuse de Dieulefit.
Puis le texte de la fillette est mis au net. Toutes les semaines, des veillées sont organisées. Notre petite troupe de marionnettistes présente souvent un spectacle. Ce sont les élèves qui inventent, qui écrivent les scénarios, qui fabriquent les personnages avec de la pâte de papier, les peignent, les habillent. On se croirait chez Dior. Puis la répétition commence. Voici l'envers du décor. Tout est au point. Le spectacle peut commencer. D'abord Cendrillon. Puis, l'île au trésor. Maintenant, juillet approche. Les élèves prennent un peu de répit avant les grandes vacances. Les distractions ne manquent pas. L'antique bassin d'arrosage de la ferme, nettoyé, désinfecté, fera une jolie piscine. Elle est bonne? Vous pouvez y aller. Après le bain, d'autres jeux attendent les enfants dans la prairie. Mais pour vivre en harmonie, les adultes se retrouvent souvent en adversaires. Sur le court de tennis qu'ils ont remis en état pour des moments de détente. Le verger de la propriété fournit des tonnes de fruits pour les pensionnaires et le jardin quelques légumes frais. Les vaches de la ferme, du lait en abondance. Le coiffeur de Madame la Prairie est de passage. Ah, si tous les chars du monde étaient aussi pacifiques. Profitant d'une journée de répit, les deux petits poussets du portail sont descendus de leur panneau. Ils vont aller gambader quelques heures parmi les thym et les lavandes, mais le soir venu, ils regagneront bien sagement leur village d'enfants.